La noblesse de la boue, chapitre 14. De retour impasse des Acacias, les deux femmes endeuillées trouvèrent émergeante de la boîte aux lettres un avis de passage du facteur. Prière d'aller chercher vous-même à la poste les 3 paquets que nous n'avons pu vous livrer ce matin à 11h45. Et voilà, c'est malin, semble dire Dominique, contrarié, adressant à Rosette un regard de reproche. On ne peut pas être partout à la fois, il y a des priorités, semble lui répondre Rosette sur le même ton, tandis que les chats se frottent contre ses jambes comme si elles s'étaient absentées depuis la veille. Sans doute espère-t-il une nouvelle ration de pâté, ou souhaite-t-il simplement les mettre d'accord afin d'éviter de nouveaux éclats. L'avis postal fut placé en terrain neutre sur la table de la cuisine. Toutes deux l'observent un instant, tentant d'y trouver l'inspiration. Leurs regards se croisent et soudain, sous l'effet du contact rétabli, le fil de leur priorité s'impose. Rosette ouvre un paquet de chips comme ça sans rien dire, juste pour repousser la faim ou éponger le brandy bu trop rapidement tout à l'heure au café. À moins que ce ne soit simplement pour meubler le calme, devenu pesant. L'heure est grave. Seul le craquement des blondes pétales de pommes de terre brise le silence. Dominique ne relance pas Rosette, sachant qu'elle ne peut avoir oublié. La jeune fille respecte le délai nécessaire à Rosette pour se raconter. Pour le moment, cette dernière sonde le fond de sa mémoire et ne semble en tirer aucune réjouissance. D'abord, il faut jurer, finit-elle par proposer comme condition incontournable à l'exposé de son récit. Je jure, répond trop hâtivement Dominique, ravi de voir enfin dégeler la situation et soulagé aussi de s'en tirer à si bon compte. Mieux que ça, jurer, c'est sacré, on ne jure pas tous les jours. Et voilà Rosette repartie dans son élan affectif. Elle réclame plus de solennité. Prêter serment est grave et ne peut se faire à la légère. C'est ma vie, tu comprends, petite? Je ne veux pas la crier sur tous les toits. Il m'en coûte. Ce que je vais te confier, je ne l'ai jamais dit à personne. Ça me fait mal rien que d'y penser, alors raconter. Il n'y a que Suzanne qui en sache une partie. Un jour de déprime, je me suis laissée aller. Oh, une toute petite partie, hein. Et elle avait juré. S'il vous plaît, implore Dominique qui ne voit pas la fin des négociations. Elle se lève avec sérieux, tendant sa main droite. Non, c'est l'autre main. Bon, je sais plus, c'est bon. Rosette capitule enfin, vaincue, résignée. Elle va se mettre à nu, contre son gré, elle va offrir au regard juvénile de Dominique ses cicatrices émotionnelles, ses misères sentimentales, sa chienne de vie en attente de compensation. Je suis issue d'une famille nombreuse. Ma mère faisait des enfants sans doute pour plaire à son mari. En tout cas, ce n'était pas pour son plaisir et encore moins le nôtre. Ça n'a d'ailleurs pas empêché qu'il la plaque. J'étais la 4e du lot, l'aînée des filles. Il y en a 2 autres après moi. Je faisais la fanchon, je me sentais responsable de tout, la météo, les rhumes, le courrier, les fins de mois impossibles. Tout finissait par me tomber sur la tête. Quand j'ai eu 16 ans, elle m'a placée comme bonne à tout faire. Bon, c'était le terme à l'époque. Chez les David, il y a 27 ans de cela. C'était pour moi une sacrée promotion. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pour la circonstance, j'avais reçu des souliers neufs. À moi! Il ne s'agissait pas cette fois de récupération. Ensuite, passage chez le coiffeur. Elle a décidé de me faire couper les cheveux le plus court possible, encore plus court que les tiens. Certes, ma chevelure n'avait rien d'exceptionnel sur laquelle on se retournait, mais c'était pour moi un atout, un avantage, une distinction. Ma mère voyait dans le service une forme de noblesse. Servir, c'est régner. Entendu je ne sais où comme le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ces formules toutes faites inventées pour consoler les pauvres, comme une pommade appliquée sur leurs pieds enflammés. J'avais le cœur gros, ma mère appréciait de voir sa fille ainsi mutilée, asexuée,
rentrer encore plus pauvre et humble dans ce monde où des gens inouïs vivent une existence fabuleuse. Elle allait de cette manière me regarder pénétrer humblement dans une noble demeure par la porte la plus basse et la plus étroite. Il sera toujours temps de se relever plus tard. Ne prenons aucun risque, n'ayons surtout rien de plus que la patronne. Je l'entends encore me dire que c'était un grand honneur pour une fille comme moi d'être admise par des gens de qualité dans une maison aussi glorieuse. L'âme soudain attendrie par la satisfaction de me laisser là, soucieuse de soigner sa sortie, elle s'aplatit alors jusqu'à terre, tout en leur laissant cette dernière recommandation. Elle est un peu cabocharde, vous verrez. Puis elle se crut obligée d'appliquer sur ma joue un baiser de convenance dont elle avait le secret. Une bise de serpent, sec, froid, qui par son sifflement donne le frisson. J'étais tellement émue, je n'avais qu'un souci, être à la hauteur. Voilà comment j'ai débuté dans la vie, jeune, vaillante, fraîche et naïve. Madame David paraissait peu, obéie de tous dans une terreur soumise. Elle régnait en souveraine car elle avait l'argent, elle possédait tout. Le fait qu'elle portait 4 années de plus que lui était entré en décote. Les 2 partenaires fraîchement associés en étaient conscients. Lui, belâtre, grand séducteur, n'était qu'un pantin. Il dépensait sans compter en homme riche et courait les jeunes filles sans discrétion. Entre eux, de rares disputes tournaient parfois à l'aigu, mais ces reproches de riche étaient susurrés, sans éclat. Madame et monsieur, en réalité, s'entendaient à merveille. Il y avait entre eux un contrat d'apparence. Elle n'était point coquille, car n'étant point trahie. Renfermée dans sa dignité, madame ne baissait jamais les yeux, lui non plus. Les têtes se portaient hautes dans cette admirable demeure. Il n'y avait pas d'amour entre eux, seulement des chiffres. Le bonheur pouvait cependant faire des envieux et semblait pouvoir durer toujours. Monsieur s'était laissé choisir par cette femme d'une maigreur de sauterelle, au visage agréable bien que gâché par un vilain nez. De nature frêle, elle usait de maladies diplomatiques qui la dispensaient de toute contrainte. Son homme, volage certes, était également un instrument passif dont elle faisait aller à sa guise les bras et les jambes. Le reste importait peu à la trentenaire. Il pouvait donc, par un accord tacite, dépenser et se dépenser selon son gré. Il avait rêvé, étant jeune, de politique. Ses parents l'avaient encouragé dans ce sens, bien qu'ayant omis de lui inculquer la moindre culture. Il s'était même échappé d'un lycée prestigieux. Pas même éduqué, il avait poussé oisif, admiré de tous dès ses premiers balbutiements de tardillon, arrivé à point pour combler ses parents eux-mêmes quarantenaires. Il a paradé un moment au conseil municipal, critiquant, inventant, s'écoutant parler haut. La politique ne voulut pas de lui. Cette brève expérience au goût d'échec n'empêcha pas qu'il se fasse épouser, ce qui était déjà une pleine réussite, l'union étant approuvée par les 2 familles. Depuis son installation, il se promenait avec bonhomie, surveillant et taquinant le personnel. Ses jeux demeuraient discrets. Les femmes encore jeunes le fuyaient. Il y avait dans cette demeure un défilé de jeunettes. Dès l'instant où il s'agissait des autres, les histoires le concernant faisaient sourire et se racontaient à l'oreille. Madame était si peu mariée de toute façon, si cet accord lui convenait après tout. Le personnel, en place depuis longtemps, aurait pu mettre en garde cette pauvre fille, mais d'une façon c'était drôle à observer. Des paris étaient même pris, non pour définir si, mais quand. Combien de temps tiendra la nouvelle arrivée ? Rosette fut donc un caprice, un jeu, une proie facile. La main auguste du maître l'avait un jour frôlée. Elle avait tressailli. Jusque-là, seuls ses sens avaient fauté. Quelques semaines plus tard, il y eut ce clin d'œil qui lui adressa dans le dos de madame
alors que celle-ci venait tout juste de lui faire remarquer sèchement qu'elle userait moins de cire si elle l'appliquait elle-même. Bien sûr, Rosette aurait dû alors baisser les yeux, mais les appétits charnels sont communs aux dames et aux filles de service. Chatouillée par un désir muet et inaccessible, elle sourit. Un secret partagé avec monsieur la flattait. Sans calcul, la situation lui paraissait cependant favorable. Tout en lui la touchait. Le joli visage, son regard dont le sourire dissipait toutes les craintes, sa voix d'une douceur consolante. La suite inventée par le destin pour la clouer dans sa misère est facile à imaginer. Sans que nul ne vît jamais sa jupe aux agrafes arrachées glisser de ses hanches, tout le monde devina la cause malpropre de sa bonne mine. Elle fut trahie par ses joues soudainement teintées de rose et le soleil dans ses yeux comme deux fenêtres ouvertes sur l'abîme du péché. Sans qu'elle n'osât ni ne sût se défendre, Rosette s'est vue jetée à la rue. Craignant d'être salie par cette créature qui déshonorait sa maison, madame d'un geste souverain, le doigt tendu vers la porte, l'avait congédiée avec éclat. Dans une scène surjouée, ces gestes maintes fois répétés jetaient alors ces paroles acerbes aux quatre coins du ciel. Impossible pour Rosette de retourner vers sa mère dont elle avait trompé les espérances. De toute façon, celle-ci avait déménagé, omettant de lui laisser sa nouvelle adresse. Elle avait été abandonnée comme le petit pousset. C'était l'été et elle tremblait de froid. La malheureuse qui avait connu un mirage de plaisir allait vivre seule sa souffrance. Elle se sentait défaillir. Ce n'était sûrement pas de s'être hâtée à boucler son pauvre bagage. Rosette s'interrompt, le regard lointain fixé sur le passé, lesté de dégoût. « Tu comprends, petite ?» Dominique fait signe que oui. Dans son cœur aussi, elle comprend la môme Rosette, fragile et seule. Elle admet également ce désir de revanche et la difficulté qu'elle a à raconter tout le chagrin de sa vie. Même sans prêter serment, elle n'aurait jamais trahi Rosette. La suite est facile à comprendre, poursuit Rosette, qui n'a pas encore terminé son récit. La marquise a dû s'apercevoir avant moi que j'étais enceinte. Non! Si, j'étais coupable, accablée, sale. Je me revois encore au portail avec ma petite valise. Je me suis retournée vers leur riche demeure, où il n'y avait pas de place pour une fille comme moi. Madame était là, sur son vaste perron, bras croisés, hautaine et triomphante. Elle surveillait sans doute que je ne lui pique rien en partant. Lui, du con, était au premier étage. Je devinais sa silhouette derrière le rideau. Je lui en ai voulu, bien sûr, à ce moment-là. Je crois que je lui en veux encore plus aujourd'hui. Tout à l'heure, au cimetière, ça ne m'a pas consolée. On n'efface pas aussi facilement une vie entière de galère. Tu comprends, petite ? Depuis, il y a des hauts et des bas. Remarque d'où je partais, je ne pouvais pas tomber plus bas. Cette réflexion lui arrache un sourire pâle. Puis elle fait signe que c'est tout. Elle a tout dit, s'excusant presque de n'avoir pas de dénouement heureux à son histoire. Dominique conçoit le chagrin qu'elle a causé en insistant pour faire parler Rosette, sans compter que tout ceci n'aide guère à éclairer leur affaire. Le mal est fait. Rosette affiche sa mine des mauvais jours. Du haut de sa jeune expérience, Dominique juge bon de rompre le silence qui, selon elle, ne peut qu'envenimer la situation. Elle pourrait maintenant se dévoiler, comme on partage une corvée afin de secourir une amie. Mais non, quoi dire et par où commencer ? Elle n'est pas encore prête et ne peut s'y résoudre. Joël et Christopher sont donc demi-frères. Quand j'ai vu Joël, j'ai trouvé quelques similitudes entre eux. J'étais certaine qu'il y avait quelque chose. Tandis que Dominique se félicite de son sens de l'observation, Rosette, avachie sur son relax comme une baudruche à demi dégonflée, secoue mollement la tête épuisant tout son solde d'énergie pour marquer sa désapprobation et refuser cette évidence.
Joël ressemblait à ce m'as-tu vu? Non mais ça va pas la tête. Tu l'as bien regardé l'autre? On dirait un mannequin de la Redoute. Non, non, rien à voir avec Joël. Franchement, je ne vois pas où tu as pu trouver une ressemblance entre eux. Non. Hein, petite? Dominique ne répondra pas. Elle n'ose affirmer son point de vue. Évidemment, Rosette est déçue. Pour l'instant, elle lutte contre la fatigue post-phorique et le flux de larmes imminent qui remplit ses paupières. C'est trop injuste. N'aura-t-elle pas sa revanche? Dominique compatit. Dans un effort flagrant, sans doute exagéré, Rosette traîne sa lassitude jusqu'à son buffet. Elle se hisse pour atteindre sa boîte de carton. Cette même boîte dans laquelle elle a placé ce matin même la coupure du journal. Elle la pose sur la table et en soulève le couvercle. Sans parole, d'un geste évocateur, elle invite Dominique à consulter sa collection de coupures de journaux concernant exclusivement la famille David. Soutien politique, résultats sportifs, inauguration, dons aux œuvres, voyage à droite, voyage à gauche, visite aux malades, visite aux taulards. Bref, le genre d'individu incontournable et incontestable. À l'enterrement, la jeune femme avait compris qu'il s'agissait de sommités locales. L'examen de ces articles ne fait que confirmer son intuition. L'espoir de revanche de Rosette est inversement proportionné au niveau social de ses adversaires. Pendant ce temps, les larmes ont franchi le barrage de la réserve et se déversent généreusement, inondant les joues flétries de Rosette, la vidant au même rythme de son enthousiasme. C'est fou à quelle vitesse les astres vous abandonnent. Pluton est reparti, entraînant avec lui ses promesses de bienfaits. Il pourrait accorder une journée supplémentaire à ceux qui, comme Rosette, lisent le journal de la veille. Dominique, très peinée, se sent responsable. Elle voudrait trouver les mots de réconfort qui aideraient sa nouvelle amie à surmonter son chagrin. Elle connaît elle-même les abîmes du désespoir pour les avoir sondés il n'y a pas si longtemps. Elle sait qu'entre bonheur et malheur, il y a sérénité, que seul le poids d'une parole peut suffire. En quête d'inspiration, elle feuillette les coupures de journaux, elle s'imprègne ainsi des témoignages de toute une vie axée sur la vengeance. Une volonté qui empoisonne le sang de Rosette et a dominé tous ses choix. Rosette a-t-elle seulement songé, un moment, à tourner la page et partir? La fuite peut être une solution. Dominique l'a pratiquée à 2 reprises déjà. Mieux vaut partir que souffrir. Mais Dominique était seule, n'ayant pas d'enfant à charge, comme Rosette. Rosette s'est fait plus de mal que de bien en assistant à cet enterrement. Elle semble avoir abandonné ses projets de revanche. Sa poitrine ne bouge plus sous son chemisier de percale crème. Elle économise son souffle, agonisant, se reprochant d'être encore là. Dominique ressent le besoin de parler, ne serait-ce que pour rompre ce silence qui s'éternise. Elle doit trouver le mot magique, une métaphore qui redonnerait confiance à son amie et la fera sourire, peut-être. Comme on commence un discours improvisé où la dérive menace à chaque instant, elle se lance dans des propos de réconfort et d'encouragement bien au-dessus de ses moyens, sans se douter de la tournure qu'allaient bientôt prendre les événements. Rosette, écoutez-moi, si je suis là aujourd'hui, si je suis allée avec vous au cimetière, c'est quand même un drôle de hasard, admettez-le. Si j'ai reconnu Christopher, et si je suis là chez vous avec vous, il doit bien y avoir une raison, il doit se passer quelque chose. Rosette, réanimée, se redresse. Se mouchant bruyamment, elle évacue sa détresse dans le creux de son mouchoir de papier. « Allons bon, que va-t-il encore se passer? Qui t'a envoyé ?» Personne. Ce que je veux dire, c'est que si nous sommes ici toutes les deux, baignant dans 2 histoires au départ différentes qui se rejoignent, il y a forcément un lien, une raison. Réfléchissons. Il y a fatalement une issue, une clé. Dominique s'écoute parler, se prend à son propre jeu, exalté par l'effet positif constaté sur Rosette. Cette dernière n'en revient pas.
Tant de sagesse et de science émanant d'une aussi jeune personne. Dominique a forcément raison. Elle est là, bouche bée, buvant avec intérêt ses paroles d'or, attendant maintenant que Dominique développe sa thèse. Il va bien falloir débloquer la situation, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, poursuit Dominique, ça nous dépasse. Alors les statues, pour le moment, elles sont bien où elles sont. Nous irons les chercher le moment venu. Rosette fait oui de la tête. On lui aurait demandé d'aller immédiatement récupérer les paquets postes, qu'elle aurait affiché la même approbation. J'ai une idée, continue la jeune femme qui, décidément, ne tarit pas d'allant. Je vais m'occuper de Christopher et vous, je vous laisse le père. Le plus beau cadeau que l'on ait jamais fait à Rosette, comme d'offrir une souris à un chat. Tu as un plan ? Les yeux de Rosette luisent comme ceux du chat, ci-dessus cité, recevant la souris. Non. Réfléchissons. Nous ne pouvons pas nous pointer comme cela. Nous allons téléphoner et il faut les faire flipper et les faire parler. Nous ne saurons jamais si Pluton, pris de remords, a fait machine arrière. Toujours est-il que Rosette reprend goût à la vie. C'est toujours cela. Oui, nous allons leur en faire baver. Elle se relève brusquement de son fauteuil mortuaire et vient s'asseoir à table face à Dominique, attendant le développement de sa théorie. Avant de leur en faire baver Rosette, il faut leur donner l'impression que nous en avons les moyens. Nous devons préparer notre assaut avec méthode. Nous n'avons ni armes ni arguments, ils doivent cependant nous croire dangereuses. Je ne pense pas qu'ils nous aient remarqués au cimetière. L'effet de surprise sera donc notre meilleure carte. Ne la ruinons pas. Il nous faut évaluer les éventualités calmement. Tout d'abord, nous allons manger. J'ai faim. Échafauder des projets ne nourrit pas son homme. Manger est la condition première, le carburant essentiel au bon fonctionnement de cet état-major. Pas de temps à perdre avec une cuisine élaborée. Elles optent pour les boîtes de conserve dénichées parmi les provisions de la prévoyante maîtresse de maison. Réserve de nourriture en tout genre, proportionnée à ses angoisses de pénurie, qui aujourd'hui semble enfin trouver son utilité. Thon au naturel, cassoulet, crème dessert à la vanille. Ce menu ressemble comme un frère à un rationnement militaire. Ne forme-t-on pas les meilleures troupes avec les désespérés, ceux qui n'ont rien à perdre et qui osent tout ? Tout en mangeant, elles envisagent les hypothèses les plus extravagantes. Rosette fait preuve d'une imagination romanesque. Elle aura toutes les audaces le moment venu, faisons-lui confiance. Pour l'heure, elle invite son hôte à commencer. Normal, étant celle qui a eu l'idée de ce jeu de la vérité. Elle montrera donc la marche à suivre. Il faut bien mettre en pratique ces hypothèses romanesques. Bien, alors je m'occupe de Christopher. Là maintenant, il ne faut pas attendre, ils sont certainement très entourés, ces messieurs. Nous allons les déranger, les choquer, les déstabiliser. Et surtout, évitons de nous dévoiler et faisons-les parler. Rosette est d'accord depuis le début avec toutes les suggestions de Dominique. Elle va chercher son téléphone, tire sur le fil et le pose au centre de la table, tout juste desservi et nettoyé. Toutes les deux sont assises face à face, pas très à l'aise, piégées par leur délire. Aucune n'en conviendra. Rosette, vous êtes chargée de couper la communication avant 3 minutes. Vous savez, comme dans les films. On ne sait jamais. On ne sait jamais, répète en écho Rosette, se levant de nouveau. Elle rapporte cette fois un sablier, utilisé habituellement pour la cuisson des œufs dont nul ne saurait contester la fiabilité. La maîtresse de maison a confiance, mais ne comprend pas très bien où tout ceci va les mener. Dominique peut compter sur sa participation et sa bonne volonté. L'ennui, c'est qu'elle-même ne sait pas davantage où elle va. Elle a le sentiment mitigé de mener la danse et que Rosette peut compter sur elle. Aveuglément, toutes les deux partagent quelque chose d'excitant qui les galvanise. Elles s'amusent et c'est déjà beaucoup. Si d'aventure elles aboutissent à un résultat satisfaisant, ce serait encore mieux, évidemment.
Dominique sent son cœur s'affoler sous son t-shirt blanc. Elle ne maîtrise pas le tremblement de ses mains moites en décrochant le téléphone. Tout se bouscule à présent dans sa tête. Il lui est impossible de se rétracter. Rosette est là, l'œil illuminé. C'est une promesse faite à un enfant que l'on ne peut trahir. Un dernier regard vers Rosette, visiblement soucieuse d'être à la hauteur, l'écouteur à l'oreille et une main sur le sablier. Dominique lui indique avec ses doigts 3 minutes. 3, pas une seconde de plus. Tout comme si leur vie en dépendait. La sonnerie retentit plusieurs fois chez les David. Dominique espère secrètement que personne ne réponde et qu'un enregistrement se fasse entendre, renvoyant les interlocuteurs à perpète. Parfaite synchronisation. Rosette retourne le sablier à l'instant précis où une voix lancinante et haut perchée se fait entendre à l'autre bout du fil. L'ustensile culinaire n'a jamais fait l'objet d'une telle attention. Le petit filet de sable rose s'échappe insouciant à travers l'étranglement vers la bulle vide. Rosette ne le quitte pas des yeux, pas même pour jeter un regard à sa complice. Tout son être est en alerte. L'oreille déployée, elle ne perdra pas une miette de la conversation. « Allô, je voudrais parler au fils David, s'il vous plaît. » Bien que la situation puisse porter à sourire, Dominique ne se laissera pas déconcentrer. Elle s'exprime d'une voix ferme mais courtoise, presque sa voix de tous les jours, sans phare. Il sera toujours temps de changer de ton par la suite. De la part de qui, je vous prie ? C'est un ton au-dessus que s'exprime le pingouin de service. Il est d'ailleurs aisé de l'imaginer coincé dans sa livrée rayée, serviteur au sang glacé, simple intermédiaire, désireux de donner une image de grandeur à sa besogne. « Une amie de Lady Anna. » Vite dit, bien dit, emballé, c'est pesé. Que dites-vous de ça ? De Lady Anna ? Le pingouin de service a dû avaler son nœud papillon à l'autre bout du tuyau. Il ne se démonte pas, noblesse oblige. « Je vous demande pardon, madame, je vais voir si monsieur accepte de vous parler. » Et voilà notre Nestor parti à la recherche de monsieur Junior avec ses grandes jambes et son front plissé. Il faut l'imaginer remontant le courant des invités. À coup sûr, son cheminement sera interrompu par monsieur X qui demande des glaçons, madame Y qui souhaite se débarrasser de son verre vide, mademoiselle W qui en redemande, ou monsieur Z qui cherche désespérément les toilettes. Nestor ne peut se permettre de siffler ni de héler monsieur à travers le salon de 150 mètres carrés. Ce n'est pas le genre de la maison. La panique le gagnera peut-être quand, ayant localisé Christopher, il va devoir attendre l'instant opportun pour le déranger dans sa conversation. Il lui susurrera alors à l'oreille l'objet de son ingérence. Quelques « oh » et quelques « ah » seront proférés, durant lesquels Rosette et Dominique trouveront le temps bien long. Elles n'échangeront pas même un regard. Semblant atteinte des mêmes symptômes, joues rouges, tempes bouillonnantes, tandis qu'elles frissonnent. Le sable rose s'écoule, indifférent de plus en plus pressé, quand, inespéré, soudain, une voix jeune et grave se fait entendre. « Allô ? » C'est lui. Dominique s'affole. Il ne lui reste que quelques secondes pour faire entendre son message sans tomber dans la vraisemblance. « Allô, c'est Dominique, la barmette du Toupin. Lady Anna m'a parlé avant de mourir. Le Pouffin est mort lui aussi. Il a été égorgé par le boucher. Ne m'appelez pas au Toupin, je n'y suis plus. J'étais au cimetière ce matin, je vous ai vu. Il pleuvait. Vous portiez des lunettes noires en descendant de voiture derrière votre père. J'ai les statues. Je vous raconte. Clic. L'index de Rosette presse le contact du téléphone. Le dernier petit grain de sable est tombé sur le petit monticule rose, marquant la limite du temps prévu, les 3 minutes qu'il fallait, selon elle, en aucun cas dépasser. Toutes deux semblent satisfaites de ce premier contact.
bien que leur programme n'ait pas pu être suivi à la lettre. Dominique était censé faire parler Christopher. Il n'a pas placé une seule parole. Le délai d'attente n'avait pas été prévu. Il restait moins d'une minute au moment où Christopher s'est manifesté, beaucoup trop juste pour le faire parler. Par contre, pour surprendre et prétendre savoir quelque chose qu'elles ignorent, ça commençait à faire beaucoup. Bien que les règles établies par elles-mêmes excluent de se dévoiler, Dominique se félicite de s'être présenté et d'avoir en 2 mots apporté la preuve de sa présence au cimetière en gage de sincérité. S'il ne doute pas de son identité ni de sa présence aux funérailles de sa mère, il est permis à l'ancienne Barnett d'espérer que l'ensemble de ses propos soit tenu pour authentique. Ce tout qu'elles ignorent doit le turlupiner. Il doit sérieusement gamberger actuellement le Christopher. La tension retombe. Les filles reprennent figure humaine. Elles bravent et rigolent à présent, imaginant la tête de l'adversité. Rapidement, Rosette manifeste son impatience. C'est son tour. Après tout, n'est-elle pas celle qui était au seuil de la mort, pour qui on a mis au point ce jeu? Dominique tente de la raisonner. Elle gagne du temps, expliquant qu'il vaut mieux les laisser mijoter au moins une demi-heure. Ils vont certainement tenter de joindre le Toupin. Ces derniers confirmeront ses dires, alors la panique sera complète. Dominique mime la tête qu'ils feront pour amuser Rosette et la faire patienter. Pour elles deux aussi, une demi-heure ne sera pas de trop pour mettre au point un semblant de projet d'attaque. C'est maintenant le tour de Rosette. Rappelez-vous, le but est de les faire parler. Il faut qu'ils se dévoilent. Pour l'instant, la balle est dans notre camp. Nous allons leur gâcher leur réception, c'est sûr. Oui, c'est sûr, répéta Rosette, qui ne rechignerait pas à leur gâcher bien davantage. Alors qu'elle s'adonne à la détente méritée de celle qui maîtrise la situation, leurs nerfs sont une nouvelle fois mis à l'épreuve. Contre toute attente, le carillon du téléphone déchire violemment l'atmosphère. Si elles ne sont pas mortes sur le coup toutes les deux, c'est que leurs cœurs en ont vu d'autres. Les deux Miss s'attendaient à tout sauf à cela. L'arroseur est arrosé. L'arme secrète se retourne soudain contre ses utilisatrices. Leurs regards singulièrement tourmentés ne suffisent pas à faire taire cette violente sonnerie qui les agresse. Après un délai interminable, bien que non calculé, Rosette se décide enfin à répondre. Le regard sombre, elle porte le combiné à l'oreille comme s'il risquait de lui arracher le lobe. Elle s'exprime enfin d'une voix fluette, empruntée à je ne sais qui pour la circonstance. « Oh, monsieur Roche, pardonnez-moi, monsieur, j'aurais dû vous prévenir. Je suis malade, mais comme un chien. Vous me connaissez, je ne manque jamais. Eh bien, aujourd'hui, malgré toute ma bonne volonté, c'est impossible. Oui, le médecin va passer. Ah bon, non, pas à ce point. Je vous tiendrai au courant. Non, je n'ai besoin de rien, merci, je sais. Encore une fois, excusez-moi. Ben, flûte alors, avec tout ça, nous sommes mardi et j'ai totalement oublié monsieur Roche. Ça fait 15 ans que je fais son ménage. Jamais manqué. Rosette s'en veut visiblement d'avoir fait faux bond à celui qui semble être ce cher monsieur Roche. Dominique s'empresse de la rassurer. Au niveau de la crédibilité, elle n'a rien à craindre. Sa voix d'outre-tombe ne saurait mettre en doute son état de santé. Le petit nuage qui a un instant assombri le front de Rosette se dissipe aussi rapidement qu'il s'était formé, nous dispensant des larmes cette fois. En l'espace de quelques secondes, elle tombe le masque. La voici exaltée de nouveau. Elle se frotte les mains d'excitation. Il est l'heure pour elle de prendre sa revanche, et quelle revanche! Son attitude inquiète soudain Dominique, qui ignore quelle peut être la dimension d'une vengeance plus ancienne qu'elle. Rosette fulmine. Elle n'aura pas de retenue. Il faut s'attendre à tout. Dominique pose sa main droite sur le téléphone pour retarder de quelques secondes encore cette nouvelle confrontation. Elle craint qu'elle ne soit, tout comme la première, synonyme de désillusion. Par cette ultime intervention, elle espère bien faire comprendre à son amie la priorité du moment
à savoir dénouer l'énigme plutôt que de régler un compte en attente depuis 27 années. Une chose à la fois. Qu'allez-vous lui dire ? Mais je n'en sais rien, laisse-moi, c'est mon tour. Rosette défend vivement sa cause. Si elle n'a pas mûri un plan raffiné de femme blessée, sa rancœur lui dictera son texte. Elle trouvera quoi dire à cet ennemi de longue date. Faisons-lui confiance. Après tout, c'est bel et bien son tour. Elle a bien le droit de participer à cette investigation téléphonique, et ceci à sa manière. Dominique n'a pas à lui dicter sa conduite, c'est autant son affaire, et peut-être même davantage. C'est bien Joël, le fruit de ses entrailles, qui est détenu dans un cachot étranger, dans des conditions sans doute épouvantables. Et puis, il ne faut pas l'oublier, et le fait aussi remarquer, c'est son téléphone. Évidemment, face à de tels arguments, Dominique ne peut que s'incliner. Vaincue, elle libère le combiné du poids de sa main. Aussi vive que la lumière, Rosette s'empare du récepteur et appuie sur la touche bis. Presque simultanément, elle retourne le sablier, dans un soupir exagéré, comme si, mal secondée, elles doivent tout faire par elles-mêmes. Cette fois-ci, le majordome ne tarde pas à répondre. « Allô, bonjour, la résidence des David, que puis-je pour vous ?» La voix de Nestor est cassée, un peu comme s'il prononçait cette formule d'accueil pour la première fois. « Allô, je voudrais parler à monsieur David, père, s'il vous plaît. » Rosette est en forme et plutôt sûre d'elle. Elle réclame le père avec conviction, comme au jeu des sept familles quand on est certain de remporter la partie. Il n'y eut pas cette fois de filtrage d'identité, ni de réserve sur le fait que monsieur daigne ou non prendre la communication. Il y a de la relâche dans la défense. Le pingouin est parti quérir son maître. Rosette adresse un clin d'œil complice à Dominique afin de gagner sa confiance, paraître décontractée et détachée de ses griefs. Sa mine radieuse ne contribue pas à rassurer Dominique, qui préférerait de loin la voir soucieuse et révisant son texte. Elle ne sera que spectatrice cette fois et préfère donc surveiller le sablier plutôt que de regarder le visage dangereusement illuminé de Rosette. L'attente fut brève, une poignée de secondes. Monsieur Père fut plus facile à trouver que son rejeton. Une voix chevrotante de vieillard en attente de condoléances se fait entendre. « René David à l'appareil, je vous écoute ?» Le ton correspond nullement à l'image du grand séducteur jésuitique des histoires de Rosette. L'animal est blessé, fatigué. Il est aisé de l'imaginer masquant sa bouche par discrétion ou par crainte. Rosette aura facilement le dessus. Elle parle d'une voix haute pour donner une dimension encore plus effrayante au choc qu'elle est certaine de provoquer. « Monsieur David en personne, voyez-vous cela ? Devinez qui est là, monsieur ? C'est Rosette. Cherchez bien, ça vous dit quelque chose, Rosette ? Ne me dites pas que vous avez oublié la petite Rose. Figurez-vous qu'elle a fait du chemin, la gamine, elle a bien grandi. Que voulez-vous, on pousse aussi chez les soubrettes ? » Elle change alors sa voix piaillarde pour un ton plus grave, resté jusqu'ici en réserve. « Je vous tiens, David. J'ai la fille, la serveuse du Toupin. Elle vient de se faire prendre, elle est à côté de moi. » Et voilà de quelle manière on passe du crédible à l'invraisemblable. « Et ce n'est pas tout, figurez-vous que mon fils et le vôtre se ressemblent comme deux gouttes d'eau. » Là, il faudrait savoir. Ils sont pour ainsi dire sosies. Marrant, non ? Remarquez, il y a une bonne raison à cela. Vous ne dites rien, David ? La petite s'est fait avoir, et vous aussi. Elle est bien là, je vais vous en donner la preuve. À part à Dominique. Qu'est-ce qu'ils buvaient au Toupin, Christopher et sa lady ? Snowball pour elle et whisky pure malt pour lui. Dominique répond en rochonnant, forcément contrarié par la tournure que prennent les choses. Alors, votre chérubin boit du whisky, pure malt et feu. La lady se désaltérait au snowball. Vous voyez, je n'ai pas inventé, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Rosette, il faut que je te voie. C'est tout ce que réussit à placer celui que l'on était censé faire parler.
Il n'a rien pu faire d'autre que d'écouter le flux de la complainte de Rosette. Même s'il l'avait souhaité, il n'aurait pas pu s'exprimer. Dominique, qui n'en voyait pas la fin, coupe la communication à l'instant où le dernier yème de la 3e minute s'écoule. Elle a même cru un instant l'ustensile bouché. Elle se félicite d'avoir dès le début fixé ce délai de communication alterné. 1 minute de plus et qui sait ce que Rosette aurait inventé pour se mettre plus encore en valeur. Cette dernière semble très contente de sa personne et affiche sa satisfaction. On aurait dû s'enregistrer pour se réécouter. Dominique ne peut s'empêcher de faire remarquer à sa complice qu'elle était supposée faire parler M. David, c'est-à-dire l'interroger, le pousser à se dévoiler et attendre ses réponses. Elle affiche ouvertement sa déception. C'en est terminé pour elle. Elle est sortie du jeu, étant prisonnière de Super Rosette. La jeune femme se voit mal rappeler Christopher, lui racontant une évasion rocambolesque, d'ailleurs tout à fait vaine, car Rosette, c'est évident, désire avoir le dernier mot et elle l'aura. Elle n'attendrait pas une demi-heure pour rappeler à son tour et claironner avoir arrêté à nouveau la fille, d'une façon ou d'une autre. Dominique tordrait volontiers le cou de Rosette pour avoir cassé ce jouet tout neuf. Elles auraient pu faire durer et qui sait aboutir à quelques révélations. Après tout, elle est si futée, Madame Rosette, et comme elle l'a si bien souligné tout à l'heure, il s'agit de son fils et de son téléphone. Qu'elle se débrouille. Dominique a dû penser tout haut. Rosette change brusquement de physionomie. Son regard se fige comme en proie à une apparition. Sans mise en garde, elle s'empare de son téléphone avec autant de vivacité que s'il risquait de lui échapper. Blafarde, elle porte le combiné à l'oreille, appuie une nouvelle fois sur la touche bis et retourne le sablier sous le regard médusé de Dominique. « René David, j'écoute !» Il n'était pas loin et a décroché lui-même. Il attendait, peut-être espérait-il, ce nouvel appel. Ce qui pourrait prouver que l'effet de surprise a fonctionné. Ils n'ont pas mesuré le degré d'invraisemblance et même d'absurdité du récit. Nestor doit être occupé à raccompagner les invités, devenus embarrassants. Dominique est injuste, Rosette se donne du mal. On ne peut lui reprocher d'avoir tourné autour du pot. Nous sommes dans le vif du sujet où nous n'y serons jamais. Les filles ont l'avantage. Le savent-elles ? Sauront-elles le préserver ? Allô, c'est encore Rosette. Madame Rosette, écoutez-moi, vous ne me dites plus jamais « tu ». Je n'ai pas gardé les oies avec vous. Fini l'époque où vous me donniez 100 francs de l'heure sous prétexte que j'étais nourrie, logée et dégrossie pour le même tarif. Rosette s'exprimait en anciens francs à cette époque-là, et il lui arrive encore de faire référence à cette valeur qui donnait à tous l'espoir de devenir un jour millionnaire. C'est fini, plus jamais vous me dites « tu ». Maintenant, c'est moi qui mène la danse. Vous pouvez commencer à trembler. Je vous tiens et je ne vous lâcherai pas, soyez-en certains. D'abord, je veux savoir combien vous me donnez pour la fille. Et pour tout le reste aussi, bien sûr. Combien en donnent les Émirats ? Dominique n'en croit pas ses oreilles. Elle se sent soudain défaillir en ne s'attendant pas à un tel revirement. Rosette, qui ne s'étonne de rien, s'adapte avec aisance à cette nouvelle donne. Non, mais vous me prenez pour une débutante. Les Émirats, ce qu'ils veulent, c'est votre peau. Alors dites-moi combien pour le tout, ou je vous fais sauter, et avec plaisir encore. On entend le souffle de David à l'autre bout du fil. Avec déchirement, il finit par articuler. « Avez-vous tous les microfilms ?» Dominique presse le contact du téléphone, cette fois bien avant l'échéance convenue, absolument terrifiée par ce qu'elle vient d'entendre. Elle se lève en se tenant la tête, puis interroge Rosette, espérant avoir peut-être mal compris. Mais Rosette confirme, il a bien été question des Émirats et de microfilms. Et alors ? Prise à son jeu, elle ne semble pas comprendre la gravité de la situation. Surprise, elle regarde Dominique s'agiter comme une girouette. « Rosette, des microfilms, c'est une affaire d'espionnage.
Nous ne pouvons pas gérer cela toute seule, c'est très sérieux. Il y a de gros enjeux, donc de gros risques. Si vous les prenez, moi pas. Ce n'est pas notre univers. Réfléchissez, de toute façon, ils sont cuits. Nous allons sortir Joël de ce pétrin. Il a dû être confondu avec Christopher ou bien utilisé à cause de leur ressemblance. Certainement quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Êtes-vous sur la liste rouge ? Déçue et sceptique, la maman fait signe que non. Sa tête est maintenant celle du chat cité précédemment, auquel on aurait confisqué la souris. David voudra nous retrouver, il va attendre un peu que vous le rappeliez, ensuite il va vous chercher dans l'annuaire, tout simplement. Il va vous localiser, et moins d'une heure ensuite ils seront là. Et pas pour évoquer vos souvenirs, croyez-moi. Qu'alliez-vous faire de toute façon ? Me ficeler comme une volaille ? Et m'échanger contre une mallette de dollars ? Faites-moi confiance, je sais ce qu'il nous reste à faire. Ils vont plonger, je vous le promets. Nous partons à Paris, là, tout de suite. Nous emporterons toutes nos preuves à la BICT. Ils nous écouteront. La BICT, c'est comme l'armée du salut. Tout le monde connaît sans avoir forcément pratiqué. Dominique les a côtoyés de loin autrefois. Elle n'en a pas gardé un mauvais souvenir, car ce sont eux qui, au moment du procès, l'avaient totalement disculpé à l'époque, coupant court à toute suspicion. Quelques dizaines de minutes suffiront à Rosette pour admettre que la jeune femme a raison. Une fois encore, la petite parle avec sagesse. Confiante, elle s'incline et accepte l'idée de quitter sa maison, ses chats et ses provisions, regrettant encore de ne pas avoir d'enregistrement, ce qui n'était pas si bête. Dominique retape vite fait son sac à dos. La fuite est un peu sa spécialité. Elle part la première avec le passeport de Joël et l'avis de passage du facteur. Elle va récupérer les 3 paquets avant la fermeture des guichets. Elle a su convaincre Rosette sans trop de difficultés. Il est convenu que toutes deux se retrouveront à la poste. Dominique ne pourra porter seul les 3 statues. Il sera aussi plus prudent de se séparer après la répartition des œuvres d'art. Elles prendront donc chacune un taxi et voyageront seules pour limiter les risques. Si l'une d'elles se fait interpeller, l'autre n'aura aucune difficulté à prouver l'existence des statues. Pas de temps à perdre avec une nouvelle crise d'hystérie ou de désespoir. Rosette fonctionne mécaniquement comme un robot. Elle doit quitter sa maison ? Soit. Si on lui avait dit la veille, elle n'aurait jamais pensé pouvoir le faire avec autant de détachement. Elle entasse quelques effets choisis sans soin particulier, avec le seul souci de ne pas éveiller les soupçons du voisinage. Elle va étrenner un sac de voyage bleu, de taille généreuse, gagné chez Minou Minet pour avoir collecté un certain nombre de vignettes de pâté pour chat. Le sac en question est couvert de taches noires censées représenter des empreintes de pattes de chat. Dessus ses vêtements, Rosette dépose religieusement sa boîte de coupures de presse qui va enfin trouver sa fonction. Ils ont vu grand chez Minou Minet. Il restera suffisamment de place pour y loger une ou même 2 des statues. Après avoir fermé ses volets, Rosette récupère son sac à main, utilisé ce matin même à l'enterrement. Elle le garnit pour la circonstance d'une liasse de billets de banque délogés d'entre ses draps. Rosette a fermé sa porte et caressé ses chats. Elle ne peut se résigner à partir sans signaler son départ à Suzanne et lui confier ce petit monde. La silhouette de la voisine se dessine derrière les rideaux. Par délicatesse, Rosette feint de ne pas l'avoir surprise dans son espionnage et tape, malgré tout, à la vitre. « Je vais chez Monsieur Roche. »« Avec ton tailleur noir ?» On ne lui fait pas, Suzanne, elle a compris qu'il se passe des choses pas catholiques chez son amie depuis l'arrivée de cette jeunette. Vexée d'en être exclue, elle ne s'en cache pas. Suzanne, qui pensait tout partager avec Rosette, se sent trahie. « C'est Joël, nous allons à Dole pour le petit, surveille bien les minous. » Rosette applique un gros bisou sur la joue boudeuse de sa copine. « Je te raconterai tout. » Même cette séduisante hypothèse ne semble pas défroisser la voisine.
Au fait, il se peut que quelqu'un cherche à me joindre. C'est David. Tu penses bien qu'il va me courir après maintenant. Dis-lui n'importe quoi. Par exemple que la dernière fois que tu m'as vu, je partais dans une limousine immatriculée en Suisse. Suzanne, qui aurait plutôt imaginé sa copine partir en Suisse dans le Limousin, affiche son scepticisme sans retenue. « C'est très important, je n'habite plus ici », répète-t-elle tout en arrachant l'étiquette indiquant son identité et celle de son rejeton sur sa boîte aux lettres. Et la voici partie, tordant son postérieur comme si un incendie venait de s'y déclarer. Une expression étrange sur le visage. Suzanne la regarde s'éloigner, plus qu'interloquée, carrément inquiète pour la santé mentale de son amie. Rosette aurait-elle pris un coup sur le chapeau ?